Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. En compagnie de Monsieur Andrélos, nous allons découvrir un département ô combien contrasté, celui de la Haute-Garonne. Merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous situer ce département qui part du Lauragais aux Pyrénées ? C'est quand même simple. Le département de la Haute-Garonne, c'est vraiment le sud du sud. Mais on y accède facilement par les réseaux routiers, mais on peut y accéder également par le canal du Midi. Ce qui veut dire que l'océan Atlantique est à peu près à 2h30 de Toulouse, de la Haute-Garonne, au même titre que la Haute-Garonne est à 1h30 de la Méditerranée, de même que nous sommes à 1h30 des pistes de ski, lorsqu'il s'agit évidemment de la période hivernale, sachant que les Pyrénées sont également très accessibles l'été. Nous pourrions parler de ce monument phare, puisqu'on peut le considérer comme un monument, c'est le canal du Midi qui est classé. C'est classé dans le domaine de l'UNESCO, de patrimoine UNESCO. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler du canal du Midi ? Le canal du Midi, au-delà du fait que c'est effectivement une liaison Méditerranée-Atlantique, a l'avantage effectivement de traverser la Haute-Garonne. Au niveau du département, un effort considérable a été fait pour rendre accessible d'une part au niveau des touristes à travers des circuits de pistes cyclables. D'une part. D'autre part, bien sûr, pour des liaisons en bateau de plaisance, et qui fait que c'est un site de plus en plus reconnu et de plus en plus fréquenté par les touristes, mais aussi par les non-touristes, c'est-à-dire des promeneurs, je dirais, des week-ends ou des dimanches, peu importe. Toulouse est pas très loin de Villefranche-de-Lauragais. Comment pourrions-nous parler de cette région de ce Lauragais ? Ce Lauragais fait partie effectivement des quelques micro-régions de la Haute-Garonne, au même titre que tout ce qui est le piémont pyrénéen, le Comminges, le Volvestre, mais également le Frontonais, pour ne citer que les principales micro-régions haut-garonnaises, les pays, comme on appelle maintenant les pays, ou le Gascon. Donc le Lauragais a toute une culture historique, et qui fait que derrière le Lauragais, il y a effectivement la route du Pastel, il y a également la traversée par le canal du Midi aussi, il y a également des sites, des villages avec des clochers très particuliers, il y a également les anciens moulins, les anciens moulins à vent, et d'ailleurs il y a un projet de construction d'un moulin à vent du côté de Nayoux, donc très proche également de Villefranche-de-Lauragais, donc pour bien mettre en valeur cette culture des moulins à vent, qui, ma foi, est quelque chose, je dirais, de très intéressant pour les touristes qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne. Alors au comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne, vous mettez en valeur tout le patrimoine du département et notamment tous les monuments, et ils sont nombreux. Il y a une volonté aussi des communes, des élus locaux de ce département, et tout cela bien aidé bien sûr par le Conseil général, et pour lequel le comité départemental du tourisme intervient directement aussi bien auprès des opérateurs qu'auprès de l'institution Conseil général pour instruire les dossiers, de valoriser effectivement ce patrimoine particulièrement riche qui donne une valeur ajoutée à l'ensemble de ces petites communes qui sillonnent le Lauragais au même titre qu'il en est de même sur toutes les autres micro-régions. On pourrait parler de Sainte-Gabelle qui est très très connue dans la région. Sainte-Gabelle, bien sûr, au-delà du fait du hasard, est un chef-lieu de canton important de ce secteur. Il est à la fois proche de Toulouse tout en étant suffisamment éloigné pour que ce village ait conservé la culture du village avec ses fêtes locales, ses animations, sa culture aussi. Dans la Haute-Garonne, on cultive beaucoup le tournesol. Il n'y a pas que le tournesol, il y a comme le blé dur par exemple, le soja, non OGM. Le Lauragais est quand même assez agricole. C'est vrai que le Lauragais a une vocation agricole très importante, qui a fait sa richesse aussi, qui est sa richesse principale. Mais cette, je dirais, polyculture, parce que c'est vrai qu'il y a du maïs, il y a du blé dur, il y a du soja,
Il y a du tournesol. Le tournesol est quand même une culture phare de quelques difficultés, qui fait que ce lauragais a une vocation économique agricole très importante, et qui en fait également sa richesse, et qui fait que, ma foi, s'articule autour de cet espace, je dirais, agricole, des villages qui vivent de cette agriculture et qui se développent. Et il y a un aspect aussi qu'il faut quand même pas oublier, il y a ce qu'on appelle le cassoulet. Alors, hormis le cassoulet toulousain, évidemment, Toulouse, qui est la capitale de Midi-Pyrénées, a quand même une richesse culturelle vraiment très très importante. Oui, Toulouse étant bien sûr un produit d'appel conséquent pour les touristes, mais là aussi pour les non-touristes aussi. Dans la mesure qu'effectivement c'est la capitale de Midi-Pyrénées, c'est le chef-lieu de préfecture du département de Lot-et-Garonne, et autour effectivement à l'intérieur, au sein de la ville de Toulouse, s'articule effectivement l'activité économique, culturelle et sociale. Il y a un certain nombre effectivement de patrimoine culturel très conséquent sur la ville de Toulouse. C'est aussi bien les musées des Augustins, des Jacobins. C'est également la place du Capitole avec son architecture très particulière qui quand même marque toute une période, toute une histoire. En la matière, il y a également l'église de Saint-Cernin qui mérite à être vue aussi bien au sens culturel du terme historique que pour assister à des concerts musicaux à l'intérieur compte tenu de l'acoustique très particulière qu'il a. Alors on ne peut s'empêcher de penser à Claude Nougaro qui lui était évidemment toulousain. Ça c'est une certitude, oui. Nougaro c'est une certitude. Il y a Gold, mais il y a Image, il y a Zebda, ce qui veut dire que là aussi on retrouve tout un panel de musique contemporaine. Alors Toulouse, évidemment, est une ville tournée vers l'aviation, vers l'aérospatiale et le tourisme industriel. Oui, le tourisme industriel prend de l'ampleur de plus en plus au fil du temps. Et c'est vrai que les industriels au niveau de la Haute-Garonne, tels que l'aérospatiale ADS, jouent le jeu pleinement pour faire en sorte de bien faire connaître un peu les activités toulousaines en matière aéronautique, mais également les produits qu'Airbus Industrie commercialise, pardon. Et donc ils ont mis en place tout un circuit pour faire visiter, pour montrer aux touristes ce qu'est la chaîne d'assemblage de Coulommiers. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs de Fréquence Évasion qui viendraient ici en Haute-Garonne à visiter en premier lieu, par exemple ? Je ne peux que recommander les touristes à visiter les vignobles avec tout ce qu'on appelle la précaution qu'il convient de dire en matière, de consommation. Mais qu'ils soient rassurés, c'est un vin gouléant, un vin léger, qui se fond bien dans la bouche et qui fait que, ma foi, il accommode particulièrement bien tout ce qui est grillade, mais également, rassurez-vous, le cassoulet. Donc on retrouve tout un panel de vins rosés et de vins rouges de qualité. Et les viticulteurs frontonnais, depuis plusieurs années, jouent la qualité, et cette qualité, on la retrouve pleinement dans le verre. D'autre part, ils sont en train d'organiser des circuits de visite pour lequel le comité départemental du tourisme est particulièrement associé, qui fait que là aussi c'est une forme de tourisme, peut-être pas industriel, mais de tourisme agricole, qui a toute sa place dans une logique de tourisme départemental. Pour nous donner un ordre d'idée, que représente le monde vinicole au nord du département ? Je ne saurais pas vous dire avec précision les surfaces, mais une bonne trentaine d'exploitations. Voilà. Alors les vignobles du Frontonais sont assez étendus. Sur le Frontonais, ça dépend ce qu'on entend par Frontonais, mais c'est vrai que si on le limite exclusivement à la ville de Fronton et au vignoble, il est évident que le vignoble, c'est le point fort. Cela dit, la notion de Frontonais s'élargit. Et le Frontonais peut aller jusque dans la vallée du Tarn, et puis le début du Lauragais, en fait le début ou la fin du Lauragais, puisque dans le Frontonais ou dans le nord-est du département ou dans le nord du département, il y a quand même un point fort qui est connu par les Toulousains et qui mérite à être mieux connu, c'est la forêt départementale de Buzet.
qui fait quasiment 500 hectares, dans lequel effectivement le Conseil général a mis en place des chemins de randonnée, des pistes de VTT, des chevaux peuvent y aller sur des circuits bien définis. En fait, c'est une promenade, je dirais, pour les Toulousains, tout au moins la grande agglomération toulousaine, qui se situe à 20 km du centre de Toulouse. Et donc très prisé les week-ends, y compris les mercredis, et même un jour de semaine. On pourrait parler donc de Villemur-sur-Tarn. Et Villemur-sur-Tarn, là aussi il y a toute une histoire derrière, où effectivement en bordure du Tarn il y a des rénovations de bâtiments qui se font, la Tour de la Défense ainsi que d'autres bâtiments, et qui fait que le nord-est du département est quand même riche en matière de tourisme de proximité. Je dis bien de tourisme de proximité pour la population de l'agglomération toulousaine, qui quand même se situe autour de 600 000 habitants. La brique rose, qui fait la particularité de Toulouse, se retrouve au-delà de l'agglomération toulousaine ? Bien sûr, elle se retrouve à Toulouse, bien sûr, et tout autour de la ville et au-delà de l'agglomération. Et je crois qu'il est important que les élus, tous les acteurs de la vie sociale et économique aient conscience, et ils l'ont d'ailleurs, de valoriser la brique. Et chaque fois qu'il y a possibilité de rénover des bâtiments anciens, on refasse apparaître la brique. Mais également lorsqu'on construit des bâtiments neufs, soit à nouveau mis en évidence la brique chaque fois que ça peut se faire. Et dans l'ensemble, ça se fait et c'est heureux. Alors justement, au-delà de Toulouse, que peut-on visiter dans les environs ? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à visiter dans ce pays toulousain, au-delà effectivement de ce qu'est la ville de Toulouse et de son apport culturel et historique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point fort, hormis bien sûr la ville de Toulouse. C'est une somme, je dirais, une mosaïque de petits monuments, de bâtiments historiques qui à la fois peut-être n'a pas un attrait très important, mais la somme de l'ensemble de ces sites rénovés en font un circuit particulièrement prisé et particulièrement recherché pour le touriste qui veut faire un peu de tourisme local. Alors justement, ces touristes qui se promènent en Haute-Garonne, dans les environs de Toulouse, quels sont les points forts qu'ils ne doivent pas rater ? Ils ne doivent pas rater, il faut qu'il ait le temps. Voilà, déjà, il faut qu'il prenne le temps. Et une fois qu'il a fait Toulouse, très bien, mais Toulouse n'est pas représentatif exclusivement de la Haute-Garonne. Et la Haute-Garonne, c'est aussi bien le nord-est toulousain que le sud toulousain, tout ce qui est l'approche Piémont-Pyrénéen, mais également l'approche de la montagne noire, au même titre que l'Arc gascon, c'est-à-dire tout ce qui est proche du Gers et du Tarn-et-Garonne. Et à chaque détour, je dirais, de route, à chaque carrefour, il va découvrir quelque chose de nouveau qui fera que c'est le particularisme de la Haute-Garonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vide où, effectivement, on ne trouve rien. On est sûr, à chaque carrefour, lorsqu'on prend une direction, fût-il un petit village totalement inconnu, lorsque le touriste arrivera à ce village, il va découvrir des maisons à colombage, il va découvrir une urbanisation, il va découvrir des porches, il va découvrir un château, des petits châteaux, tout au moins sur le Lauragais, j'en ai fait état tout à l'heure, tout ce qui est la route du Pastel, pour ne citer que la route du Pastel, où effectivement il va trouver des châteaux, des maisons de maître très intéressantes à visiter dans la mesure qu'elles sont à visiter, mais seulement, même qu'elles ne sont pas visitées, à voir. Et l'effort que font les collectivités territoriales aidées par le Conseil général en la matière pour rénover va effectivement dans ce sens de mettre en valeur ce patrimoine. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Nous allons donner la parole au directeur du comité départemental du tourisme, Monsieur Beauvais. Merci de vouloir dire quelques mots au micro de Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, quelles sont les spécialités, les particularités du pays ? Je ne dirais pas des particularités, mais si on ne devait retenir que deux éléments symboliques parmi la richesse qu'a évoqué le président André Laure, on pourrait retenir d'un côté Grenade, qui est une bastide fondée au XIIe siècle sur un plan traditionnel des bastides du sud-ouest et qui en font un des symboles majeurs de ce nord du département. Et si on voulait retenir sur une période suivante de la Renaissance, le château de la Réole, qui fait
un amalgame entre la brique rose, la brique rouge du pays toulousain et la pierre blanche de l'Aquitaine, et qui est un modèle, un archétype de l'architecture de la Renaissance. Alors on ne peut pas parler de Toulouse et de la Haute-Garonne sans parler du fleuve de la Garonne qui est quand même important, vu sa grandeur, et important aux yeux des Toulousains. Oui, c'est un fleuve quand même très important qui traverse de haut en bas le département et qui en fait est un axe majeur de développement à la fois économique et touristique. C'est vrai que si, au point de vue économique, la Haute-Garonne, le fleuve, j'entends bien, le fleuve permet effectivement des irrigations et de permettre à une agriculture de se maintenir, voire de se développer pour au moins certaines cultures. Il est évident que les rivières qui vont rejoindre la Haute-Garonne permettent le développement touristique et le désenclavement aussi de tout ce paysage qui est magnifique, qui est à la fois très 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 féerique à travers les monts des Pyrénées centrales, mais sans oublier tout ce qui est les petites montagnes du Volvestre, où effectivement à chaque détour, à chaque tournant, à chaque virage, on découvre un paysage nouveau. Une culture nouvelle. Quels sont les villages, quelles sont les localités que trouve-t-on justement dans le Volvestre ? Ah mais vous avez principalement Rieux-Volvestre qui est quand même un point important puisque c'est un ancien épiscopat. Donc il y a une cathédrale, il y a également des bâtisses, mais il y a également Cassères, il y a également Carbone pour le Montesquieu-Volvestre. Alors un particularisme également dans ce secteur-là, ce sont les halles municipales, où effectivement d'un village à un autre, il y a c'est vrai une halle qui se ressemblent toutes, mais qui ont chacune leur spécificité quand même et leur type de construction, qui a fait effectivement un pôle d'animation important et un pôle touristique aussi. Alors sur la route des Pyrénées, on peut découvrir Saint-Gaudens, une ville qui est quand même assez connue. Il y a la ville de Saint-Gaudens qui est quand même la sous-préfecture une des sous-préfectures de la Haute-Garonne, avec Muret, mais qui a également toute une histoire derrière, toute une culture historique qui fait que le Comminges a son particularisme, et ce n'est pas rien lorsqu'on parle de la République commingeoise, avec quand même une culture très très particulière avec lequel on travaille très bien d'ailleurs. Ça pose pas de problème particulier et c'est heureux. Et donc Saint-Gaudens c'est quand même aussi très proche de Luchon. Donc on descend un peu sur les Pyrénées et tout ce qui est piémont pyrénéen, il suffit d'arriver à Saint-Gaudens pour voir la chaîne des Pyrénées qui est en fond. Alors les élevages de canards et d'oies, c'est une tradition ici pour la région ? Oui, mais elle n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'elle est dans le Gers. Il est évident que plus on se rapproche du Gers, plus effectivement il y a des élevages de canards et d'oies, donc de conserverie qui permet effectivement à des agriculteurs de pouvoir faire des productions hors sol. Et donc de dégager un revenu supplémentaire à leur exploitation de base. Alors nous allons terminer sur les Pyrénées centrales. Il y a de nombreuses stations de ski, on pourra en parler. Alors vous avez le Mortis, vous avez le Péragude, et vous avez la Super Bagnères et Bordouille. Alors on pourrait parler en quelques mots du thermalisme. Pour terminer, on pourrait parler de Luchon. Que soigne-t-on à Luchon ? En tout cas, Luchon est la station thermale la plus importante Midi-Pyrénées, puisque en 2004, elle aura accueilli vraisemblablement aux alentours de 20 000 curistes. Et il y a deux clientèles qui se partagent les soins. Deux clientèles qui sont d'une part les clientèles plutôt enfants, avec le soin des affections otorino, et d'autre part une clientèle un petit peu plus âgée avec des soins qui portent sur la rhumatologie, et avec en commun pour ces deux clientèles la possibilité de partager dans l'établissement thermal l'accès à un vaporarium naturel dont les bénéfices se retrouvent sur l'une et l'autre des clientèles. De quand remonte le thermalisme ? Le thermalisme remonte à l'Antiquité,
d'où le nom de bannière de Luchon qui vient du romain Ilixon à l'époque, mais le thermalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est réellement développé au XIXe siècle, et l'architecture de Luchon est fortement empreinte de cette trace haussmannienne, on va dire, avec de larges avenues, notamment les allées des Tigny, qui coupe la ville pour mener directement sur une large allée au terme. Donc c'est une tradition thermale qui s'est relancée sous le Second Empire. Et on en voit bien la trace aujourd'hui. Mais Luchon est aussi un des bastions, c'est un des pionniers du pyrénéisme, puisque la station de ski de Supermanière dont parlait le président tout à l'heure, est l'une des premières stations historiquement installées dans les Pyrénées, puisqu'on y skiait déjà au début des années 1910-1915. Quand on parle des Pyrénées, on pense tout de suite aux grands espaces, évidemment. Comment se compose la nature pyrénéenne? Est-ce qu'il y a encore des ours dans les Pyrénées? Les ours des Pyrénées ont été, pour ce qui concerne ce secteur du département de Haute-Garonne, réintroduits il y a quelques années. Donc en fait, les ours qui y vivent aujourd'hui sont de faux ours des Pyrénées. Ce sont des ours d'Europe centrale qui ont été réimplantés, qui se sont d'ailleurs bien adaptés puisqu'ils se sont reproduits. D'ailleurs, parfois, aux grandes dames des éleveurs. Je crois que ce qui peut caractériser cette partie des Pyrénées centrales, en tout cas, c'est qu'elles sont douces et fortes à la fois. Nous avons des vallées assez profondes, assez douces, avec un relief finalement assez accessible, comme sur la vallée d'Oueil. Et comme son nom l'indique, cette vallée est particulièrement propice à l'élevage des ovins, brebis, moutons. Mais en même temps, des Pyrénées fortes, puisque ces Pyrénées centrales présentent les plus hauts sommets des Pyrénées à 3000 et quelques. Donc il y a là aussi de l'offre pour deux types de clientèle, une clientèle plus familiale qui va rechercher de la balade tranquille, et une clientèle un petit peu plus férue de randonnée qui va chercher quasiment de l'escalade sur les dernières parties d'accès des pics en question. Si l'on pense au tourisme vert, si on pense aux randonnées, quelles sont les principales activités que l'on peut faire ici en Haute-Garonne? La Haute-Garonne, c'est un carrefour. La Haute-Garonne, c'est un carrefour de géographie et c'est un carrefour d'histoire. Et donc, en tant que carrefour, elle est censée présenter toutes les activités qu'on a parlé du pyrénéisme il y a un instant, on a parlé du tourisme fluvial également, on a parlé du tourisme vert, on a parlé du tourisme culturel. Parce que n'oublions pas qu'effectivement sur Toulouse, il y a un fort patrimoine culturel. Donc je crois que la Haute-Garonne peut présenter toutes les formes d'activités touristiques. Que viennent chercher les touristes ici en Haute-Garonne? Alors, il est difficile de caractériser un touriste départemental. Parce que en fonction des zones, en fonction des centres d'intérêt, c'est vrai que Toulouse et les Pyrénées sont les deux secteurs d'attrait principal. Et le touriste toulousain n'est pas du tout le même que le touriste pyrénéen, on va dire. Le touriste toulousain est un touriste de passage. C'est un touriste qui est un peu plus étranger que français. C'est un touriste qui va rechercher la visite des monuments, la visite de villes. Alors que le touriste pyrénéen, le touriste commingeois, est plutôt un touriste de séjour, plutôt un touriste de nature, un touriste de randonnée, qui va plus aimer la gastronomie, qui est c'est une forme plus familiale de tourisme. Donc difficile de les caractériser, sinon qu'ils se complètent. Alors on parle souvent du cassoulet sur Fréquence Évasion, donc la spécialité de Toulouse et à la fois de Castelnaudary et de Carcassonne. Mais en dehors de ce cassoulet, qu'est-ce que l'on peut découvrir, qu'est-ce que l'on peut apprécier comme autre spécialité dans le département ? Comme un carrefour géographique, comme un carrefour historique, la Haute-Garonne va présenter là aussi une large palette de spécialités gastronomiques. Et c'est vrai que quand on est un pays d'élevage, tout ce qui va être tradition charcutière va se retrouver dans l'assiette. Quand on est pays d'élevage, tout ce qui va être tradition autour du canard va se retrouver dans l'assiette. Quand on est
pays de tradition d'élevage des ovins, tout ce qui va être un dérivé de l'agneau va se retrouver dans l'assiette. Quand on est un pays de tradition d'élevage bovin, tout ce qui va être dérivé de ces produits se retrouve dans l'assiette. Donc c'est une richesse formidable que présente ce département de Haute-Garonne dans sa diversité. Alors je suppose que les capacités d'accueil sont adaptées justement aux demandes de chacun sur le département, alors que ce soit des chambres d'hôtes, que ce soit dans l'hôtellerie, les gîtes ruraux, les campings, etc. etc. Oui, la capacité d'accueil du département, c'est quasiment 45 000 lits touristiques. Ces 45 000 lits vont schématiquement se décomposer en deux, avec pour moitié à peu près de lits en hôtellerie classée. Nous disposons d'un très bon réseau d'hôtels classés avec un bon rapport qualité-prix, et tout le reste va être soit sur des formules locatives, soit sur des formules d'hôtellerie de plein air, soit sur des formules villages de vacances, qui vont se trouver plutôt dans le reste du département, alors que l'hôtellerie va être plutôt concentrée sur Toulouse et sur Luchon. Économiquement parlant, si on veut chiffrer le tourisme, ça se situe dans quelle fourchette ? Je crois que le chiffre qui est à retenir, c'est que le tourisme en Haute-Garonne fait vivre à peu près 11 000 salariés, ce qui, de manière agrégée, en fait la deuxième activité économique de ce département. Que pourrait-on dire aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent actuellement pour les inciter à venir ici à Toulouse et en Haute-Garonne découvrir Toulouse et le département ? Quel serait le message pour les inciter à venir ? Que s'ils veulent en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines avoir un aperçu global, complet de ce que le Sud-Ouest peut présenter de meilleur, c'est dans Haute-Garonne qu'ils le trouveront. En deux mots, puisqu'on a oublié d'évoquer les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on pourra en dire quelques mots avant de nous séparer. Oui, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont effectivement passent par la Haute-Garonne, et c'est un lieu, je dirais, de plus en plus prisé par les randonneurs pédestres. À cela s'ajoute également de Toulouse jusqu'à Luçon, pour les connaisseurs, le GR86, donc qui relie Toulouse à Luçon et qui fait quand même 250 km de long. Qui est particulièrement balisé, et qui recense également tout au long de ces 250 km les sites à visiter, les accueils dans lesquels on peut retrouver le gîte Le Couvert. Donc je ne peux qu'inviter les randonneurs, tout au moins les touristes, tous en charge du terme, parce qu'un randonneur certes est un touriste, mais également les autres, à traverser à pied ce département. Ils vont y découvrir tout ce que la Haute-Garonne a comme richesse architecturale, comme richesse patrimoniale. Alors 2 mots sur le village gaulois. Oui, je ne peux que les inviter à visiter à Saint-Julien, à côté de Rievolvestre, le village gaulois, où effectivement on est reconstitué sur plusieurs hectares ce qu'était la vie gauloise à l'époque, et puis de revenir sur Toulouse, où effectivement ils vont pouvoir entrer dans notre concept de culture, la culture moderne, à travers l'ensemble des musées de Toulouse. Pour conclure cette émission, nous allons rappeler les coordonnées du comité départemental de la Haute-Garonne afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent obtenir les renseignements nécessaires pour passer quelques jours ici à Toulouse ou en Haute-Garonne. Oui, je ne peux qu'inviter effectivement les personnes qui seraient intéressées par la visite de la Haute-Garonne de passer sur le site internet www.tourisme-haute-garonne.com ou nous écrire par courriel bienvenue @cdt-haute-garonne.fr ou alors d'appeler tout simplement au 05 61 99 44 00 ou tout simplement d'écrire au CDT Haute-Garonne, 14 rue Bayard, boîte postale 845 31 015 Toulouse CEDEX 06. Toutes les questions que vous vous posez, ou toute demande de renseignement, il vous sera fourni de la documentation et des réponses à vos interrogations. Donc je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, auditeurs de cette radio, de venir à Haute-Garonne. Vous la découvrirez et vous verrez que vous ne serez pas déçus à l'arrivée. Merci.
Eh bien, merci messieurs de nous avoir parlé du département de la Haute-Garonne et de Toulouse. On en sait un peu plus et puis on incite les auditeurs de Fréquence Évasion qui veulent prendre des jours de vacances, se rendre ici en Haute-Garonne et découvrir les richesses de la région de Toulouse et de la Haute-Garonne en général. Merci, au revoir à tous les deux. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions à Toulouse au comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne. À très bientôt pour une autre balade en Haute-Garonne et pourquoi pas à Toulouse, c'est un plaisir. Fréquence Évasion.